Bonsoir et bienvenue ce soir dans votre rendez-vous d'actualité. On consacre notre dossier au projet de loi de bioéthique qui, ces jours-ci, pourrait être définitivement adopté après de longs mois de débats et de rebondissements. Pour en parler sur ce plateau, Tugdual Alderville, délégué général de l'Alliance pour les droits de la vie, et Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin. On les retrouve tout à l'heure dans notre dossier. Mais comme d'habitude, on commence cette émission par un rapide tour d'horizon de l'actualité de la semaine avec la répression qui se poursuit en Syrie. Des milliers de Syriens fuient les violences et quittent leur pays. Près de 9000 réfugiés ont déjà été accueillis par leurs voisins turcs dans des camps du Croissant Rouge. Situation qui inquiète le vicaire patriarcal chaldéen d'Istanbul, car la moitié de ces réfugiés sont des enfants. On écoute Monseigneur François Yacan, que j'ai joint par téléphone. La Turquie fait rentrer au fur et à mesure, groupe par groupe, mais tout ce qui est des enfants, des femmes et surtout des blessés sont rentrés immédiatement en Turquie pour être soignés et pris en charge. Ce qui nous inquiète, qu'est-ce que ça va devenir leur situation après? Ils ne pourront pas rentrer en Syrie facilement. Ce qui nous pose énormément des soucis, c'est vraiment la division des familles. Actuellement, nous avons 4551 enfants, donc sans parents. Là, les parents viennent laisser leurs femmes et les enfants aux frontières de la Turquie et ils repartent dans leur village ou dans leur ville, etc. Et ça va donner des déchirements familiaux incroyables. Monseigneur François Yacan qui, dans un autre dossier plus politique, se réjouit de l'élection d'un député chrétien aux législatives turques de dimanche dernier, une première depuis 50 ans. On reste encore au Moyen-Orient avec ces images d'espérance. À Jérusalem, samedi, à la veille de la Pentecôte, le patriarcat latin de Jérusalem accueillait la 6e édition de la prière pour la paix, l'unité et la réconciliation qui réunit l'ensemble des chrétiens et des églises chrétiennes de Jérusalem. Prière écuménique présidée cette fois par Monseigneur Foix-de-Toile, patriarche latin de Jérusalem. Dimanche, les chrétiens fêtaient donc la Pentecôte avec en France son lot de rassemblements diocésains. Exemple, vous allez le voir à Jambeville où 11 000 jeunes ont participé au FRAT, le rendez-vous des aumôneries catholiques d'Île-de-France, en présence du groupe Glorious et des évêques franciliens. Autre rassemblement à Valenciennes dans le Nord avec 2 jours de fête dans le stade Ningesser, stade mythique où se sont retrouvés plusieurs milliers de catholiques du diocèse de Cambrai, avec en point d'orgue dimanche la confirmation de 750 fidèles. Et puis encore dans le plus petit diocèse de France, à Main dans l'Osaire, avec Spiritus, une grande fête diocésaine qui a réuni des centaines de personnes. Direction Monaco maintenant. Samedi, la principauté fêtait les 100 ans de la consécration de sa cathédrale. Dans un pays où le catholicisme est religion d'État, c'était un peu une fête nationale avec en toile de fond la préparation du mariage princier, l'un des mariages du siècle. Reportage à Monaco. Une vieille dame posée sur le rocher le plus célèbre du monde. Pour ses 100 ans, la cathédrale de Monaco, à l'image de la principauté, a su allier raffinement et simplicité. Même si le prince et sa fiancée sont arrivés dans la berline la plus puissante du monde accompagnés d'une garde rapprochée, même si, à quelques jours du mariage, les sorties du futur couple sont suffisamment rares pour déplacer les paparazzis locaux, c'est en famille qu'ils ont été accueillis par l'évêque de Monaco. En famille parce qu'à Monaco, tout le monde l'a adopté. Charlène, 33 ans, d'origine sud-africaine, ancienne nageuse de compétition. Une blondeur un peu froide qui n'est pas sans rappeler celle de Grace Kelly. Il ne s'agissait pourtant pas de répétition ce jour-là, mais de la célébration d'un anniversaire, celui des 100 ans de la consécration de la cathédrale de l'Immaculée Conception. La cathédrale des Monégasques, plus qu'un symbole dans un pays où le catholicisme est religion d'État. C'est là que se célèbre en particulier la fête de Sainte Dévote, qui est la sainte patronne de Monaco. Donc là, la communauté de tout Monaco se rassemble ici. C'est aussi là que se célèbre la fête nationale, donc autour du prince, avec tous les corps constitués de l'État. C'est là qu'en 1956 sont mariés le prince Régnier III et la princesse Grace. Donc beaucoup de personnes ont encore dans le souvenir les images de ce mariage et l'image surtout de la personne du prince et de la princesse. Et Monaco a beau être la capitale du plus petit État du monde, pour cet anniversaire, le diocèse a vu les choses en grand. Une messe composée pour l'occasion, 13 confirmants adultes, une église noire de monde, un éclairage intérieur totalement modernisé et au total, près de 2 ans de travail.
Mais faute de place, la cathédrale n'accueillera pas le mariage princier. La cérémonie aura lieu dans la cour du palais. 4000 invités, 1500 journalistes, 200 000 touristes attendus. Même si le prince l'a voulu simple, le mariage du siècle à Monaco sera sans doute un mariage moderne. Voilà, et puis on reste dans le sud, à Cuges-les-Pins exactement, petit village des Bouches-du-Rhône qui chaque année, vous le voyez, se souvient de Saint-Antoine de Padoue, le premier dimanche qui suit la fête du Saint, le 13 juin. La procession traverse le village avec une relique de Saint-Antoine, pèlerinage ancien puisqu'il est né en 1350. Et puis je vous rappelle que sœur Marguerite Rutan sera béatifiée dans les arènes de Dax dimanche, une fille de la charité qui dirigeait l'hôpital de Dax pendant la Révolution française. Elle a été guillotinée pour avoir refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Béatification à vivre en direct sur KTO à partir de 15 h dimanche. L'actualité politique maintenant, sans surprise, l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi socialiste en faveur du mariage homosexuel. Au-delà du résultat du vote qui était attendu, pour la première fois, les députés ont ouvert le débat à l'Assemblée. Pour Béatrice Bourges, la porte-parole du collectif Pour l'enfant, derrière cette proposition de loi, c'est bien la question de l'adoption par des couples homosexuels qui est en jeu. On l'écoute. On ne peut pas dissocier cette proposition de loi, cette demande en fait, de tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y aurait des conséquences. C'est également autorisé à court terme l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Et ça, évidemment, nous, on considère que le cadre le plus protecteur pour un enfant et le meilleur, c'est d'avoir un père et une mère. On ne peut pas dire juste on va faire le mariage, mais pas l'adoption. Et pourquoi ? Parce qu'on a aussi l'Union européenne, et que dans le cadre de l'Union européenne, on sait très bien que s'il y avait le mariage homosexuel, alors il y aurait l'autorisation d'adopter des enfants par les couples homosexuels. Voilà, et puis un mot du projet de loi de bioéthique qui cette semaine a été adopté de justesse par la commission mixte paritaire. Énième étape de ce long processus de révision des lois de bioéthique que l'on décryptera tout à l'heure dans notre dossier avec nos invités. Mais d'abord, la chronique du père Jean-Robert Armogat. De nouveaux programmes en sciences naturelles pour la classe de première ont été publiés en septembre dernier. Le troisième thème comporte, comme les autres thèmes, une courte introduction générale, masculin et féminin, mais il contient aussi un paragraphe annexe curieusement rédigé. On saisira l'occasion d'affirmer, disent les programmes, que si l'identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société avec leurs stéréotypes appartiennent à la sphère publique, l'orientation sexuelle fait partie, elle, de la sphère privée. Ces quelques mots se sont matérialisés dans des manuels scolaires qui viennent de paraître, et la réalité crue apparaît. On vient d'introduire dans l'enseignement scolaire une théorie sociologique américaine, la théorie des genres. On doit expliquer à ces jeunes gens de 17 ans que si l'identité sexuelle homme-femme est une réalité biologique, l'orientation sexuelle, qu'elle soit homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle, en est une autre. Plusieurs manuels présentent comme totalement indifférente la construction d'une orientation, qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle. Aucune référence n'est faite à une orientation naturelle. Rien ne permet de montrer que toutes les orientations sexuelles ne sont pas également acceptables ou recevables. Certains milieux catholiques ont vivement réagi et je me réjouis de leur démarche. Mais il convient aussi que les milieux enseignants réagissent contre l'introduction d'une théorie sociologique non fondée, une hypothèse émise aux États-Unis dans les années 80. Dans d'autres pays, c'est le créationnisme qui est enseigné comme une hypothèse aussi scientifique que l'évolution. Dans d'autres pays, hélas, c'est la théorie des races qui a été présentée et qui est parfois encore présentée comme scientifique. On voit le risque de dérive que peut produire l'introduction dans les programmes scolaires d'hypothèses insuffisamment établies. Il convient que cette petite phrase disparaisse des programmes et qu'une approche plus scientifique, donc plus humaine, soit proposée, en retirant cette distinction arbitraire dans la sexualité entre identité et orientation. Merci Père Armogat et à très bientôt. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi.
La tentation Marine Le Pen et pourquoi les chrétiens doivent-ils résister? C'est la une de La Vie qui estime que le vote FN est incompatible avec les valeurs de l'Évangile. Un témoignage à la une de Famille chrétienne en marge du débat bioéthique avec la généralisation du diagnostic prénatal en France. Naître avec un handicap risque de devenir impossible. Selon FC, Claire Boucher, atteinte d'une maladie rare, crie que sa vie mérite d'être vécue. À l'occasion de ses 800 ans, la cathédrale de Reims vue du ciel avec des photos inédites à la une de Pèlerin qui par ailleurs a rencontré Michel Roy, le nouveau secrétaire général de Caritas Internationalis. Une rencontre passionnante. Et puis le salut par le rock pour témoignages chrétiens et qui propose un tour d'horizon de la scène rock chrétienne. Cathos et protestants sont sur la même longueur d'onde pour l'hebdo. Voilà, tout de suite on passe à notre dossier. Députés et sénateurs se sont donc mis d'accord, mais de justesse, la commission mixte paritaire a finalement adopté le projet de loi de bioéthique qui sera encore discuté la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, puis au Sénat en vue d'une adoption définitive. Enfin, on arrive peut-être au terme de ce long processus de révision des lois de bioéthique. Pour y voir plus clair sur ce plateau, Duc du Alderville, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'Alliance pour les droits de la vie. Et puis Antoine Dabundo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef à Pèlerin. Alors, une première question de décryptage. Cette commission mixte paritaire TUC-DUAL, qu'est-ce que c'est? À quoi elle sert? C'est un organe prévu par la Constitution et qui prévoit de mettre d'accord, de tenter de mettre d'accord l'Assemblée nationale, qui de toute façon aura le dernier mot, et le Sénat, la Chambre haute et la Chambre basse. Et donc, elle était composée d'une petite douzaine de sénateurs et de députés, représentant les équilibres politiques finalement qu'il y a dans ces chambres. Et à l'arrivée d'ailleurs, ce sont les UMP, les 7 UMP qui ont voté contre les 6 socialistes, avec une abstention de quelqu'un du centre, voilà, aboutissant finalement à décider des petits ajustements sur des points de désaccord. Quand même, il y a eu des petits ajustements. Sur quel point Peut-être le point qui sera le plus marquant à terme, c'est que les sénateurs l'ont emporté dans leur intention de réviser tous les 7 ans la législation bioéthique. Et jusqu'alors, au niveau de l'Assemblée en tout cas, on ne voulait pas d'une révision régulière en affirmant que finalement c'était de glissement en glissement le risque qu'on n'établisse pas des principes. Voilà. Alors d'ailleurs, pour ce qui concerne notre position, nous sommes hésitants sur ce sujet parce que si effectivement des révisions successives aboutissent à glisser finalement d'exceptions à des interdits, à des autorisations, le risque effectivement est un effondrement de l'éthique au fil des révisions. Mais en même temps, si le politique se débarrasse sur des instances administratives mal contrôlées ou en tout cas qui n'ont pas la responsabilité politique de ces enjeux qui sont cruciaux pour l'avenir de l'humanité, ça aussi ça nous inquiète. Donc finalement, le fait qu'on rediscute de bioéthique au fil des premières, des évolutions et que peut-être petit à petit, nous l'espérons, on humanise notre regard sur le tout premier commencement de l'homme, l'embryon humain, et bien dans une dynamique de vrai progrès scientifique, nous y serions favorables. Antoine Dabundo, c'est un point important, cette rediscussion. C'est un point important parce que c'est le seul cas, à ma connaissance, d'une loi qui, dès son principe, devait être révisée régulièrement. Vous avez dit 7 ans, je pense que c'est plutôt 5 ans la période, et on s'est aperçu qu'au cours des 2 précédentes révisions, on n'avait vraiment jamais réussi à tenir ce délai, qu'il y avait une dérive et que là, on aurait dû la réviser au moins 2 ans auparavant. Je crois que c'est les états généraux tous les 5 ans et voilà. La révision Alors, tous les 7 ans. C'est possible. Je pense que le point essentiel, c'est celui d'une révision. Si le principe d'une révision est acquis, ça veut dire qu'on soumet un débat qui est d'abord un débat éthique et moral aux évolutions de la science. Or, je crois que c'est relativement dangereux de faire ça, parce que la science, en la matière de biologie, de bioéthique, évolue à peu près tous les mois. Il y a des nouveautés et les journalistes sont là pour le savoir. On est sans cesse dépassé par les progrès techniques. Je crois que le principe sur lequel il faut tenir, c'est d'émettre un certain nombre de principes qu'on ne souhaite pas redébattre à l'infini. On en a établi un qui est celui que le corps humain, ni en totalité ni en partie, ne peut faire l'objet d'un commerce quelconque. Est-ce qu'il faut le redébattre tous les 5 ans en fonction des... On vient, au terme de ce débat, d'établir un autre principe
qui est celui de l'interdiction de la recherche sur l'embryon, ou du moins sur les cellules issues de l'embryon. Et on a vu dans quelle confusion s'est fait ce débat qu'on croyait à peu près réglé par consensus. Est-ce que dans 4 ou 5 ans, il faudra de nouveau en redébattre? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais évidemment, c'est aux politiques et aux associations diverses de le dire. Duc Duhalderville, la suite, c'est la semaine prochaine. Hein? Oui, il y a d'abord le 21 à l'Assemblée juin à l'Assemblée nationale, puis le 23 juin au Sénat, des votes qui vont normalement confirmer. Hein. Et c'est vrai, je rejoins vraiment cette question, et nous sommes, je l'ai dit, ambivalents par rapport à cette question de la révision. Ce que nous voudrions, c'est qu'on ne fiche pas non plus les choses dans le sens des dérives qui déjà ont été avalisées. C'est là où est notre grande inquiétude, c'est qu'effectivement, la loi qui a été finalement votée, elle est peut-être moins grave que ce qu'elle aurait pu être compte tenu de ce qu'on a vu des débats. Par exemple, il y a eu le rejet, la mise à l'écart du système des mères porteuses qui instrumentalisent vraiment la femme et aussi l'enfant. Et après, voilà, après des débats des états généraux, finalement, ça a été écarté. Nous nous en réjouissons. Mais d'un autre côté, il y a des aggravations réelles qui ont été votées. En particulier, ce qui nous inquiète peut-être le plus, c'est le fait qu'elle soit mis dans la loi, le fait de proposer à toutes les femmes enceintes des dispositifs de détection du handicap avant la naissance, avec quelques atténuations très légères qu'on a pu obtenir, mais trop légères à notre sens, alors même que la plupart des spécialistes s'accordent pour dire qu'il y a vraiment aujourd'hui une dérive d'eugénisme. Ce n'est pas un mot que j'utilise seul. Jean-François Mattei, l'auteur des premières bioéthiques en France, parle d'eugénisme de masse, donc un vocabulaire fort. Et la plupart maintenant des experts disent qu'il y a un vrai problème. La France est le pays au monde où, avant la naissance, on est le plus filtré, le plus sélectionné. Ce qui a des conséquences pour nos propres vies, parce que ça veut dire qu'on doit être à la hauteur ensuite de cet examen de passage vers la naissance. Et là, la loi n'a pas vraiment tiré les conséquences pratiques de cette prise de conscience. C'est pour ça que j'espère que dans une loi prochaine, alors peut-être pas la loi bioéthique, mais on puisse vraiment encourager l'accueil des personnes handicapées à la naissance. On puisse vraiment, ça a été entamé un tout petit peu dans ce processus, mais offrir aux parents la possibilité de voir que celui qu'ils vont accueillir est vraiment une personne digne de respect, digne d'être soignée, accompagnée, et qu'on ne laisse pas les parents seuls avec cette angoisse. Donc ça, c'est quelque chose, hein, c'est une de vos grandes inquiétudes, oui, du côté de l'Alliance pour les droits de la vie. Antoine, est-ce que cette zone grise autour de ce point sur le diagnostic prénatal, c'est ce qui vous marque aussi? Il y a ces deux points. Moi, je voudrais juste revenir sur ce principe de la révision et réinsister parce que je crois qu'il est au cœur. Je ne crois pas que ce soit un débat annexe. C'est un petit point, c'est pas un détail. C'est un point qui me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que on a vu des divisions qui pouvaient être politiques, confessionnelles, d'écoles philosophiques. Mais si on simplifie en espérant ne pas le faire à l'excès, on voit deux théories s'affronter. Les tenants d'une forme d'éthique un peu pragmatique, c'est-à-dire les choses avancent, la société avance, les progrès de la médecine avancent, et revoyons-nous tout régulièrement pour voir ce qu'il convient de faire en matière d'éthique. Et puis on voit qu'au-delà des clivages politiques, confessionnels, un certain nombre de gens défendent une position de principe, c'est-à-dire qu'il y a une éthique, j'allais dire non négociable, inspirée par une certaine vision de l'homme et de la manière dont doivent être réglées nos sociétés, et que notre société doit réaffirmer assez fortement ses principes. Est-ce que ces principes doivent être perturbés régulièrement par telle ou telle découverte scientifique? Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. La question ensuite du diagnostic prénatal, et pourquoi d'ailleurs? Parce que la question du diagnostic prénatal l'illustre de manière assez flagrante. On a vu au cours des discussions, cette fois-ci, mais au cours des présentes discussions, s'opérer tout un tas de petits glissements, qu'on dit glissements sémantiques, et qui en réalité ouvrent la porte à une forme d'enterrement du débat éthique. Donc moi, évidemment, discuter, le dialogue est toujours une chose nécessaire, mais rediscuter d'une loi qui normalement doit s'inspirer de principes éthiques qu'on voudrait partager et relativement stable, ne me paraît pas être une bonne chose. Duc Duhal, c'est vrai qu'il y a des choses à perdre et des choses à gagner, mais des choses à perdre. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au fond, pourquoi est-ce que je me dis que les choses ne peuvent en rester là? C'est que la loi actuelle est très insatisfaisante pour nous. C'est vrai, par exemple, le principe de l'interdiction de la recherche sur l'embryon, nous nous réjouissons d'avoir pu obtenir qu'il soit symboliquement marqué, mais c'est au prix de dérogations élargies à cet interdit. Imaginons une société, par exemple, où la peine de mort serait proscrite, mais où il y aurait des exceptions.
on ne pourrait pas dire qu'elle est proscrite. Et donc ce système d'un interdit que nous avons obtenu symboliquement, mais avec des dérogations élargies, très larges, puisqu'on est passé finalement d'un mobile vraiment thérapeutique à le mobile très indéfini de la recherche médicale, au fond on s'aperçoit que la porte qui était entrouverte effectivement par des précédentes, la loi de 2004 avec des dérogations, va être maintenant plus ouverte encore. De ce fait, il faudra bien qu'à un moment donné... Est-ce que vous pensez que la société va quand même aller dans ce sens-là par la suite ? Alors, à long ou à court terme, c'est la question. Moi, je rejoins un peu Jacques Testard qui parle de l'embryon humain comme de l'Indien d'Amérique, où il disait, voilà, à l'époque de la controverse de Valladolid, on a discuté pour savoir si c'était un Indien d'Amérique qui avait de l'or, qui avait des comportements, disait-on, barbares. Les conquistadors en avaient d'une autre forme, notre culture, disons. Eh bien, il a fallu des siècles pour que vraiment on reconnaisse cette humanité de l'Indien d'Amérique. Et encore aujourd'hui, peut-être qu'elle n'est pas vraiment respectée ici ou là. Eh bien, pour l'embryon, c'est la même chose. Peut-être que dans un premier temps, fasciné par l'or qu'il a dans ses cellules, ignorant que d'autres cellules peuvent peut-être permettre d'obtenir les mêmes résultats, qui d'ailleurs n'ont pas été obtenus avec les cellules de l'embryon, mais avec cette fascination-là, les chercheurs demandent cette exploitation de l'embryon. Et ils ont obtenu partiellement satisfaction, y compris lors de l'aggravation de cette... Et vous avez le sentiment d'être écouté quand même. À terme, oui. À terme, l'humanité de l'embryon ne peut qu'éclater. Mais ça peut, comme pour l'esclavage, demander peut-être des dizaines d'années, des siècles, qui sait. Et là, nous voudrions qu'advienne ce respect du plus petit commencement de l'homme le plus vite possible. Antoine ? Moi, je suis totalement d'accord. Il ne s'agit pas de renoncer au dialogue. Il s'agit au contraire d'instaurer un véritable dialogue et d'essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de principes fixes. C'est pourquoi je redis que soumettre ce dialogue aux avancées de la science, c'est faire en sorte que ce que les uns appelleront un progrès, ce que d'autres appelleront une dérive, devient inéluctable. Je pense qu'on était arrivé à un point d'équilibre sur une certaine manière de concevoir, au-delà des clivages confessionnels, des clivages politiques, une certaine manière d'envisager l'avenir de notre société, le respect qui doit être dû aux personnes et aussi aux embryons, aux fœtus, comme promesse de vie. On voit bien que chaque discussion éthique basée sur le progrès technique risque de rendre inéluctable quelque chose qui ne serait pas voulu en réalité. Vous parlez tous les deux de dialogue, c'est important parce que cette révision des lois de bioéthique a commencé avec les États généraux. Parce que ce dialogue a été long. Voilà, tout à fait. On a eu un processus législatif qui remonte à octobre 2010, mais qui avait été précédé d'un débat de plus de 2 ans. Tout à fait, notamment avec les citoyens qui sont impliqués dans ce débat. Avec les différentes institutions, l'Église y a participé, les scientifiques y ont participé, les organismes de recherche ou les comités consultatifs y ont participé. Tout le monde a pu donner son avis, y compris les citoyens, puisqu'il y a eu tout un tas de débats et de réunions publiques. Est-ce que vous avez l'impression que le résultat final correspond à ce débat et à ce qui est ressorti pendant ce débat public ? Moi, mon sentiment, c'est que peu ou prou, oui, mais au final, et j'allais dire de justesse, puisque l'équilibre du futur texte s'est fait vraiment à 3 voix près, et que reste encore à débattre 2 points qui pourraient être présentés comme annexes, mais qui en réalité, j'ai essayé de le souligner, sont quand même essentiels. Mais si on prend le gros du dossier, qui était celui de la recherche sur les cellules issues d'embryons, c'est bien les termes du projet gouvernemental qui avait été formulé en cohérence avec le débat public qui avait eu lieu, et sur un certain nombre d'autres points qu'on pourrait détailler, interdiction de la gestation pour autrui, c'est-à-dire des mères porteuses, maintien de l'assistance médicale à la procréation réservée aux couples hétérosexuels stables, maintien de l'anonymat des gamètes, encore que là, on pourrait discuter de l'avantage d'avoir maintenu le statu quo, interdiction du transfert d'embryons post-mortem, c'est-à-dire... Voilà, il y a plusieurs... L'équilibre du texte, au final, est bien celui qui avait résulté du débat. Mais quand même, vous en conviendrez, au terme d'un débat législatif extrêmement agité. Et compliqué, ça c'est certain. Oui, au fond, là où je peux rejoindre, c'est qu'on a pu... peu sincère, on a pu craindre que le pire. Sans doute, les États généraux ont permis de revenir dans un certain bon sens, parce que le débat a été un petit peu capté par une émotion, une émotion audiovisuelle, où des petits groupes de personnes revendiquaient de lourdes transgressions au nom de leur souffrance, et les gens ont tendance à dire oui quand ils voient cette souffrance, et puis en creusant, en analysant les faits, en voyant les conséquences, notamment l'instrumentalisation de l'enfant, c'est le droit de l'enfant à naître dans une famille stable, à naître aussi d'un père et d'une mère, eh bien, ça a finalement pris le dessus.
Seulement quand même partiellement. C'est-à-dire il y a à chaque fois des toutes petites dérives qui viennent compléter celles qui avaient déjà été votées en 1994 et en 2004. Donc si on me demande si je suis satisfait de la loi bioéthique actuelle, je ne peux pas dire oui, puisqu'elle est aggravée par rapport à celle qui était précédente. Par contre, c'est vrai que j'observe qu'il y a eu un rééquilibrage. Et sans doute, effectivement, tous ceux qui ont été auditionnés et qui ont pu s'exprimer, nous-mêmes, on a rencontré énormément de parlementaires, eh bien, on s'est rendu compte qu'en discutant en profondeur avec eux et en leur apportant des arguments de bon sens, beaucoup, finalement, pouvaient être convaincus par le fait qu'ils étaient largement manipulés par des lobbies scientistes jusqu'alors. Voilà, on doit s'arrêter là. Désolé Antoine, on pourra encore en parler pendant longtemps. Merci de votre fidélité et puis à très bientôt sur KTO.